Dominique Arov essuya la sueur de son front alors qu'il franchissait les portes de l'hôpital général Mercy. 16 heures passées debout aux urgences l'avaient vidé de toute énergie, mais cette fatigue-là, au moins, avait quelque chose d'honnête. 3 ans s'étaient écoulés depuis son départ des Rangers, et il avait enfin trouvé un rythme comme infirmier en traumatologie. La discipline, la pression, les vies entre ses mains, et l'équilibre fragile de tout cela, ça avait un sens, d'une manière que la vie civile avait rarement su lui offrir. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La chaleur d'eau ondulait sur l'asphalte tandis que Dominique montait dans son pick-up. Il jeta un œil à son téléphone. Aucun message de Lydia. Rien d'inhabituel, ces derniers temps. 5 années de mariage, et les 6 derniers mois baignaient dans un silence de plus en plus lourd. Il avait mis ça sur le compte de son nouveau boulot dans une agence de marketing, les réunions tardives, les week-ends de team building, les textos incessants qu'elle dissimulait dès qu'il entrait dans la pièce. C'est juste le stress du boulot, avait-elle dit. Et il l'avait cru, ou plutôt, il avait fait semblant d'y croire. Il passa devant le petit resto thaï où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Son pied ralentit par automatisme, puis il décida de ne pas prendre encore une fois à emporter. Les 3 dernières fois, la nourriture était restée intacte dans le frigo avant qu'ils ne finissent par la jeter. La maison de style ranch qu'ils avaient achetée 2 ans plus tôt apparut enfin. Dominique fronça les sourcils. Une Audi noire, inconnue, était garée à l'endroit même où il se garait d'habitude. Lydia ne lui avait pas parlé de la venue de quelqu'un. En avançant dans l'allée, un mouvement attira son attention. De grands sacs poubelles noirs étaient éparpillés sur la pelouse. Un homme grand, musclé, avec un tatouage couvrant le bras, en jetait un autre sur la pile. À côté de lui, Lydia, les cheveux blonds tirés en arrière, faisait de grands gestes, animés. Dominique sortit de son pick-up, la confusion cédant peu à peu la place à une lucidité glaciale à mesure qu'il approchait. Le rire de Lydia s'interrompit net quand elle le vit. « Tu rentres tôt ?» dit-elle en croisant les bras. « 16 heures, c'est tôt », répliqua Dominique, le regard fixé sur les sacs poubelles. Quelque chose dans leur forme, leur volume. Qu'est-ce qui se passe? L'homme tatoué esquissa un sourire en coin. Quelque chose en lui paraissait familier. Comme si Dominique l'avait déjà vu quelque part. Dominique, tu te souviens de Vince, non? De la fac. Et soudain, tout s'éclaira. Vincent Perry. L'ex de Lydia. Celui qu'elle avait évoqué, ivre, comme celui qui s'était échappé, 3 ans plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a dans les sacs? Demanda Dominique, même s'il connaissait déjà la réponse. Le sourire de Lydia se crispa. On avait besoin de ton placard, pour les affaires de Vince. Dominique la fixa, attendant la chute de ce qui devait être une très mauvaise blague. Il reste combien de temps? Demanda-t-il enfin. Ils éclatèrent de rire. Vince passa un bras autour des épaules de Lydia. De façon permanente, bien sûr, répondit-il comme si Dominique n'avait pas compris. Dominique ne bougea pas d'un millimètre. Il avait appris à rester immobile sous le feu ennemi. En Afghanistan, il avait compris que bouger, c'était attirer l'attention et l'attention, c'était la mort. Son esprit s'emballa, calculant, analysant. Je vois, dit-il simplement. Le sourire de Lydia se fana. Elle s'était attendue à des larmes. À des cris. Peut-être même à une bagarre. Mais ce calme-là l'ébranla. Tes affaires sont là, dit-elle en désignant les sacs. J'ai tout emballé. C'était attentionné, répondit Dominique d'un ton neutre. Il retourna à son pick-up, ouvrit la portière passager, et sortit un petit sac de voyage qu'il gardait toujours là, une vieille habitude de ses années militaires. Sans dire un mot de plus, il commença à charger les sacs dans le coffre de sa camionnette. Vince et Lydia échangèrent un regard, déroutés par cette absence totale de réaction. C'est tout? Lança Lydia. Tu t'en vas comme ça? Dominique referma le haillon. Oui, répondit-il simplement, en grimpant derrière le volant. Dans le rétroviseur, il aperçut Vince murmurer quelque chose à l'oreille de Lydia, tous deux ricanant. Dominique démarra. Silencieusement. À la tombée de la nuit, il s'enregistra dans un motel à la sortie de la ville. Ses maigres affaires étaient soigneusement empilées dans un coin de la pièce. Toujours en tenue d'infirmier, il s'assit sur le lit et passa un seul coup de fil. Brody, dit-il quand la ligne décrocha.
c'est débile, mais j'ai besoin d'un service. Chapitre 2. Le fantôme et l'ombre. Le box de stockage était exactement comme dans son souvenir. Perdu dans une zone industrielle, peu de caméras, un propriétaire qui acceptait le cash sans poser de questions. 3 ans plus tôt, en quittant les Rangers, son officier supérieur lui avait lancé un avertissement. Le monde civil, Hargrove, il n'est pas fait pour des gars comme nous. Prévoit toujours une porte de sortie. Alors il l'avait fait. Brody Maxwell était appuyé contre sa Jeep, une cigarette aux lèvres, tandis que Dominique déverrouillait le cadenas. Ils avaient servi 6 ans dans la même unité. Survécu à 3 déploiements. Dominique avait choisi de soigner plutôt que de blesser. Brody, lui, avait converti ses compétences militaires dans la sécurité privée. Je pensais pas que tu utiliserais ce lieu un jour, fit Brody alors que la porte métallique s'ouvrait dans un grincement. Le box contenait un coffre en métal, un classeur et plusieurs conteneurs étanches. Dominique alluma sa lampe torche et entra. Moi non plus, dit-il. Tu vas me dire ce qu'il s'est passé? Dominique ouvrit le coffre. À l'intérieur, du matériel spécialisé et plusieurs documents d'identité. 3 permis de conduire. Des passeports. Des cartes de crédit. Il avait tout préparé à l'époque où les cauchemars étaient encore quotidiens. Où il doutait de sa capacité à s'adapter. Où il avait peur de lui-même. Lydia a fait emménager son ex chez nous, dit-il, la voix clinique. Elle a balancé mes affaires sur la pelouse. Brody laissa échapper un sifflement. Mec, c'est glacé. J'ai besoin d'infos. J'ai un sac de couchage, mais d'abord. Dominique sortit un ordinateur portable, l'alluma. Je veux tout savoir sur Vincent Perry. Durant les 3 jours suivants, Dominique disparut. Un fantôme. Il ne se présenta pas à ses gardes à l'hôpital. Ne répondit à aucun des textos de Lydia, de plus en plus frénétique. D'abord, des accusations pleines de colère. Puis des messages confus. Et enfin, des « pourquoi ». Chapitre 2, le profil du prédateur. Et enfin, soulagé, inquiet mais soulagé, il lui avait fait savoir qu'il était vivant. Lui et Brody travaillaient méthodiquement, pièce par pièce, à construire un profil complet de Vincent Perry. Âgé de 34 ans, ancien boxeur semi-professionnel qui n'avait jamais percé. Plusieurs accusations de voies de fait à son actif, toutes mystérieusement effacées du registre. Actuellement consultant pour un homme d'affaires local, un certain Anton Clough soupçonné de blanchiment d'argent. Ce type, c'est un problème en puissance, conclut Brody en parcourant des relevés financiers sur son écran. Comment ta femme a pu reprendre contact avec ce genre de mec? Dominique fixait une photo de surveillance de Vince, prise alors qu'il sortait d'un casino clandestin. C'est exactement ce que je veux comprendre. La réponse arriva au 4e jour. Les réseaux sociaux de Lydia révélaient qu'elle avait lancé une nouvelle campagne marketing pour une chaîne de salles de sport. Le propriétaire? Anton Clough. Le même homme pour qui travaillait Vince. Ce n'est pas une coïncidence, dit Dominique, les pièces du puzzle s'imbriquant enfin. Vince a utilisé ses relations avec Clough pour décrocher ce contrat à Lydia. C'est comme ça qu'ils se sont revus. Mais ce qui intriguait Dominique encore plus, c'était ce qu'il découvrit dans le passé de Clough. Un immigré russe, soupçonné de lien avec le crime organisé. Et surtout, une réputation très claire, il éliminait définitivement ses problèmes. Ta femme pourrait être en danger, fit remarquer Brody. Si ce Vince se sert d'elle pour avoir accès à ta maison, pour un truc lié à l'opération de Clough. Dominique referma brutalement l'ordinateur portable. Ce n'est plus ma maison. Brody observa son ami un moment, l'air inquiet. Qu'est-ce que tu comptes faire, Dom? Je ne sais pas encore, répondit Dominique. Mais ses yeux disaient autre chose. Il était déjà en route vers sa décision. Mais je pense qu'il est temps que je paie une petite visite à Vince. Chapitre 3, le pacte du diable. Pendant 2 jours, Dominique observa sa maison. Depuis une maison vide, en face de la sienne. Il surveilla les allées et venues, notant chaque habitude, chaque variation. Lydia partait au travail à 8h15. Elle revenait aux alentours de 18h30. Vince, lui, avait des horaires erratiques. Il disparaissait parfois des nuits entières. Mais le 3e matin, quelque chose d'étrange se produisit. Un camion de livraison arriva.
2 hommes déchargèrent plusieurs caisses lourdes. Vince supervisait. Il signa la réception. Puis, il passa 3 appels téléphoniques, très rapides. Grâce à un micro directionnel, Dominique intercepta quelques fragments. Lieu sécurisé. Ta femme ne se doute de rien. Le calendrier est avancé. 3 jours maximum. Cette nuit-là, à 23 heures, Vince quitta la maison. Dominique le suivit. Le véhicule le mena jusqu'à un entrepôt industriel. Là, il retrouva Clough et 3 autres hommes. Ils restèrent à l'intérieur pendant 2 heures. Mais au lieu de rentrer, Vince roula jusqu'à un club de striptease à la périphérie de la ville. Dominique attendit, tapi dans le parking. À 3 heures du matin, Vince ressortit, titubant, une femme à chaque bras. Lorsqu'elles demandèrent à être payées, il les éconduisit brutalement, poussant l'une d'elles si fort qu'elle faillit tomber. Alors qu'elle l'insultait, il tituba jusqu'à sa voiture. Parfait timing. Besoin d'un chauffeur, lança une voix depuis l'ombre. Vince plissa les yeux. La reconnaissance fut lente, mais implacable. C'est toi, le mari, balbutia-t-il. Le petit infirmier, spécialiste des secours, c'est ça. 12 ans chez les Rangers avança, corrigea calmement Dominique. Vince ricana. Peu importe. Tu veux parler? Dominique hocha la tête vers un dîner ouvert 24h24 de l'autre côté de la rue. Un café te remettra peut-être les idées en place. L'alcool rendit Vince curieux. Il suivit Dominique. Ils prirent une banquette au fond du restaurant. La serveuse de nuit leur servit 2 cafés, puis recula prudemment, sentant la tension. Tu sais, commença Dominique d'un ton presque léger, je suis rentré d'un service de 16 heures et j'ai trouvé mes affaires, mes fringues, dans des sacs poubelles sur la pelouse. Ma femme m'avait juste envoyé un message, on avait besoin de ton placard, pour les affaires de mon ex. Il marqua une pause, puis ajouta, avec une ironie glaciale. Quand j'ai demandé combien de temps il allait rester. Les 2 hommes éclatèrent d'un rire nerveux. Indéfiniment, bien sûr, conclut Vince, moqueur. Tu aurais dû voir ta tête ce jour-là. Dominique reprit, le ton plus calme, mais plus menaçant. Je suis parti sans faire de vagues. Mais je vous ai observé. Et je sais que Clough te fait entreposer quelque chose dans ma maison. Quelque chose qui va bouger dans 3 jours. Le sourire de Vince disparut. Ses yeux se plissèrent. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Des armes, de la drogue, peu importe. Les empreintes de Lydia sont déjà partout. Quand les fédéraux frapperont à la porte et crois-moi, ils viendront, elle tombera avec toi. Il n'y aura pas de fédéraux, grogna Vince. Dominique se pencha. Sauf si quelqu'un les prévient. Un silence électrique s'installa entre eux. Qu'est-ce que tu veux? Finit par demander Vince. Dominique baissa la voix. Je veux que tu comprennes une chose. Il le fixa droit dans les yeux. J'ai survécu à 3 déploiements dans des endroits où la mort tombait du ciel. J'ai tué des hommes qui ne m'ont jamais vu venir. Et j'étais très doué pour ça. Il sortit un téléphone de sa poche et le fit glisser vers Vince. Là-dedans, il y a tout. Des preuves de ce que toi et Clough préparez. Dans 3 jours, ça sera automatiquement envoyé aux serveurs fédéraux. Sauf si je saisis un code. Le visage de Vince se ferma. Tu crois qu'on ne va pas te retrouver? Qu'on ne va pas te faire taire définitivement? Dominique esquissa un sourire. Un de ceux qui ne touchent jamais les yeux. J'espère bien que vous allez essayer. Il se leva, posa quelques billets sur la table. 3 jours, Vince. Réfléchis bien. Alors qu'il s'éloignait, Vince cria dans son dos. Ta femme ne t'a jamais aimé. Elle attendait mon retour, depuis le début. Dominique ne se retourna pas. Le piège était en place. Chapitre 4, murmure dans l'ombre. Brody avait l'air sombre pendant que Dominique lui racontait sa rencontre avec Vince. Tu viens de te coller une cible dans le dos, dit-il. Clough, ce n'est pas le genre de mec qu'on provoque à la légère. Il se trouvait dans un appartement sécurisé que Brody gardait pour les clients qui devaient disparaître temporairement. Les murs étaient insonorisés. Les fenêtres, par balles. Et un système de sécurité complexe surveillait tous les accès. Je compte sur Vince pour paniquer, répondit Dominique. Il ira voir Clough.
Il voudra m'éliminer avant la fin de leur opération. Et ça t'aide, comment, exactement? Dominique déplia une carte de la ville. Parce que pendant qu'il me traque, moi, je préparerai le vrai piège. Au cours des 24 heures suivantes, la prédiction de Dominique se réalisa avec une précision quasi mécanique. Grâce au réseau de contacts de Brody, ils apprirent que Clough avait effectivement commencé à sonder le terrain, cherchant à obtenir des informations sur la localisation de Dominique. 2 hommes avaient été aperçus en train d'observer l'hôpital où Dominique travaillait. Pendant ce temps, Dominique faisait appel à de vieilles dettes, à des services rendus au fil de sa carrière d'infirmier. Un préparateur en pharmacie, redevable pour qu'il ait couvert une erreur de délivrance de médicaments, lui fournit certains produits spécifiques. Un ancien patient, guéri d'une addiction aux opioïdes grâce à Dominique, proposa ses compétences de serrurier. « Tu ne m'as jamais dit pourquoi ils ont choisi ta maison », fit remarquer Brody alors qu'ils assemblaient leur matériel. « Ça semble être un sacré risque pour ce qu'ils préparent. » Dominique marqua une pause. « C'est l'emplacement. Notre maison donne directement sur la forêt d'État. Un chemin de service, à environ 800 mètres à travers les bois, rejoint l'autoroute. Parfait pour faire passer quelque chose sans être vu. Et Lydia, tu crois qu'elle est impliquée volontairement? » La question flotta dans l'air. Malgré tout ce qui s'était passé, Dominique avait évité de s'aventurer dans cette réflexion précise. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « Mais je vais le découvrir. » Cette nuit-là, pendant que Vince rencontrait Clough, Dominique s'introduisit discrètement dans son ancienne maison en passant par une fenêtre du sous-sol, une fenêtre dont il avait délibérément laissé la serrure défectueuse, des années auparavant. Une vieille habitude militaire, toujours prévoir une issue de secours. La maison semblait différente. Les affaires de Vince étaient éparpillées un peu partout. Ses vêtements pendaient dans le placard de Dominique. Ses produits de toilette envahissaient le plan de travail de la salle de bain. Les photos de Dominique avaient disparu, remplacées par de nouvelles, mettant en scène Lydia et Vince. Dans la chambre d'amis, Dominique trouva ce qu'il cherchait, des caisses. À l'aide d'outils spécialisés, il en ouvrit une sans briser le seau. À l'intérieur, des paquets soigneusement emballés, qu'il reconnut immédiatement, de l'héroïne de qualité supérieure. Des millions de dollars de marchandises. Alors qu'il refermait prudemment la caisse, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Il se glissa rapidement dans le placard de la chambre, se dissimulant derrière les vêtements suspendus. Lydia entra, seule. Elle laissa tomber son sac sur le lit avec un soupir épuisé. Elle fit les 100 pas, puis sortit son téléphone et composa un numéro. « Maman, c'est moi, » dit-elle, la voix tendue. « Non, il n'a toujours contacté personne. Je sais que ça fait 1 semaine. Bien sûr que je me sens horrible. » Elle écouta, puis reprit. « Tu ne comprends pas, Vince a dit que c'était temporaire, qu'il nous fallait juste un endroit sûr pour entreposer une marchandise. Non, je ne savais pas ce que c'était au début. Quand je l'ai compris, j'étais déjà trop impliqué. » Nouveau silence. « Je ne peux pas aller à la police. » Vince a été très clair sur ce qui se passerait. Sa voix se brisa. « Je n'ai jamais voulu blesser Dominique. Il méritait mieux que ça. » Après avoir raccroché, Lydia s'effondra sur le lit, enfouit son visage entre ses mains, et se mit à pleurer. Dominique resta figé dans le placard, écoutant sans un mot la douleur brute de sa femme, cette femme qui avait pourtant ri quand ses affaires avaient été jetées sur la pelouse. Lorsqu'elle quitta enfin la chambre, Dominique ressortit par le même chemin, emportant avec lui un petit échantillon d'un des paquets, et autre chose. Un seul cheveu de Lydia, récupéré sur sa brosse. « Tu as ce qu'il te fallait ?» demanda Brody à son retour. « Plus que ce que je pensais », répondit Dominique, le visage fermé. Chapitre 5. Les liens du sang. Vincent Perry n'avait jamais été un homme patient. Et l'attente était en train de le ronger. Confiné dans la maison de Dominique, avec la présence de Lydia de plus en plus nerveuse, 3 jours. L'ex-mari avait parlé de 2. Et malgré les recherches des hommes de Clough dans toute la ville, Dominique Hargrove s'était évaporé comme de la fumée. Il bluffe, se répétait Vince, arpentant nerveusement le salon. Il n'y a aucune preuve, pas de téléphone, rien à charger. Mais le doute le rongeait. Il avait sous-estimé Dominique depuis le début, le considérant comme un simple civil sans envergure. Pourtant, ce regard froid, calculateur, qu'il avait vu dans les yeux de l'homme au dîner, racontait une toute autre histoire.
Ce n'était pas juste un mari au cœur brisé. C'était un opérateur entraîné qui avait disparu à la première alerte. Lydia entra dans le salon, les bras croisés sur elle-même, dans une posture défensive. « Vince, il faut qu'on parle de ce qui se passera après. Quand tout ça sera fini. »« Pas maintenant » aboya-t-il. « J'ai des problèmes bien plus urgents. »« Comme mon mari ?» demanda-t-elle doucement. Vince se retourna d'un coup. « Ton mari ne représente rien. Un inconnu qui a eu de la chance à l'armée et qui est revenu pour jouer à l'infirmier. Alors pourquoi tu as si peur de lui ?» La gifle partit toute seule. Violente. Assez pour faire reculer Lydia d'un pas. Elle porta la main à sa joue, stupéfaite. « Je n'ai pas peur » siffla Vince. « Je suis prudent. » C'est différent. Son téléphone sonna. Clough. Vince sortit pour répondre, laissant Lydia seule dans le salon, le regard figé, quelque chose venait de se durcir dans son expression. Pendant ce temps, Dominique et Brody exécutaient la phase suivante de leur plan. Ils avaient identifié les deux principaux lieutenants de Clough, Sébastien Reeves, un ancien contractant du renseignement amateur de whisky hors de prix, et Mikhail Petrov, le neveu de Clough. Chapitre 5 Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, expliqua Dominique tandis qu'ils observaient Sébastien franchir les portes de son bar préféré. L'organisation se fracture lorsque ses dirigeants ne peuvent plus se faire confiance. À l'intérieur, Brody prit place à côté de Sébastien au comptoir, commanda le même whisky que lui, et engagea une conversation autour de spiritueux rares. 20 minutes plus tard, lorsque Sébastien s'excusa pour aller aux toilettes, Brody glissa discrètement quelque chose dans son verre. Le lendemain matin, Sébastien se réveilla dans une chambre de motel, sans aucun souvenir de la façon dont il y était arrivé. Sur la table de chevet, un simple téléphone jetable affichait un unique message. Dossier d'assurance envoyé à Kozov. Rendez-vous à ton bureau. Midi. Au même moment, Mickey recevait un colis anonyme. À l'intérieur, des photos de surveillance montrant Sébastien en pleine rencontre avec un informateur connu du FBI, accompagné de relevés bancaires révélant d'importants dépôts sur un compte offshore. À midi pile, l'organisation de Clough sombrait dans le chaos. Sébastien et Mickey s'accusaient mutuellement de trahison, tandis que Clough luttait pour conserver le contrôle. L'expédition d'armes, censée accompagner une cargaison de drogue prévue dans 3 jours, était reportée indéfiniment. Il panique, rapporta Brody après un appel avec ses contacts. Clough a retiré des hommes de la mission pour te retrouver, il veut maintenant gérer cette menace interne. Dominique acquiesça, le regard dur. Parfait. Il ne manque plus qu'une dernière pièce au puzzle. Il sortit un téléphone jetable de sa poche, composa un numéro qu'il connaissait par cœur depuis des années. Major Colton. C'est Arrow. J'ai besoin de faire appel à ce service que tu me dois. Le jour suivant, l'agent spécial Dana Webster de la DEA reçut un signalement anonyme concernant une importante expédition de drogue, avec des informations détaillées sur l'emplacement, la quantité, et les personnes impliquées. Ce qui attira surtout son attention, c'était l'affirmation selon laquelle un soldat renégat prévoyait d'intercepter le chargement pour son propre compte. On a potentiellement un bain de sang à l'horizon, dit-elle à son équipe. On bouge demain soir. Chapitre 6 L'heure du loup. À l'aube du 3e jour, Dominique était assis seul dans l'appartement sécurisé de Brody. Méthodiquement, il nettoyait un jeu d'instruments chirurgicaux. Il avait toujours eu la main sur ce qui faisait de lui un excellent infirmier de terrain, puis un infirmier traumatologue très recherché. Aujourd'hui, ses mains ne se préparaient pas à soigner, mais à autre chose. Son téléphone vibra. Un message de Brody. Colis livré. Ce colis, c'était une pièce maîtresse de désinformation, un document soigneusement fabriqué, envoyé anonymement à Kozov, suggérant que Dominique prévoyait de voler la cargaison de drogue cette nuit-là. Un coup final destiné à forcer leurs mains. À l'autre bout de la ville, Vince faisait les 100 pas dans ce qui avait été autrefois le bureau de Dominique, désormais transformé en centre de commandement improvisé. Des cartes de la région étaient étalées sur le bureau, aux côtés de 3 téléphones jetables et d'un pistolet. Clough veut qu'on déplace tout cette nuit, dit-il à Lydia, postée dans l'embrasure de la porte. L'ensemble du chargement. Mon contact à la DEA pense qu'un raid pourrait avoir lieu ce soir. Le visage de Lydia pâlit. Mais, tu avais dit qu'on avait 3 jours. Les plans changent. Vince consulta sa montre.
Les camions arrivent à minuit. On charge tout, et à 1h du matin, c'est terminé. On sera hors de danger. Et Dominique, demanda-t-elle, la voix à peine audible. Le visage de Vince se durcit. Les hommes de Clough ont trouvé une piste. Ils s'en occupent. Lydia ferma les yeux un instant. Ils vont le tuer. Quelle importance? Il ne représente plus rien pour toi. Vince lui attrapa le bras. Tu es avec moi, tu te souviens? On construit quelque chose ici. Elle se dégagea violemment. Construire quoi, au juste? Une vie à faire passer de l'héroïne pour Clough? C'est ça que tu m'as promis en revenant. Fais pas ta sainte nitouche, ricana Vince. Tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais quand tu m'as laissé emménager. Je savais que tu voulais entreposer de la marchandise. Je ne savais pas qu'il s'agissait de millions en héroïne. Je ne savais pas que Dominique serait en danger. Vince éclata d'un rire sec. Ton mari est un grand garçon. Il a fait son choix quand il a menacé de me balancer. À l'extérieur, caché dans l'obscurité grandissante, Dominique écoutait chaque mot à travers un micro directionnel. Ses soupçons à propos de Lydia se confirmaient en temps réel. Pas entièrement innocente, mais pas totalement complice non plus. Manipulée, oui. Utilisée, sans aucun doute. Mais cela ne changeait rien. Lorsque la nuit tomba complètement, Dominique passa à l'action. Alors que Vince s'activait dans la cave à finaliser les préparatifs, Dominique pénétra à nouveau dans la maison par un accès secret qu'il avait lui-même aménagé des années plus tôt. Il se dirigea silencieusement vers la cuisine. Et injecta avec une extrême précaution un liquide clair dans une bouteille de bourbon ouverte, que Vince avait laissée sur le comptoir. Cette habitude de boire à la bouteille allait se révéler mortelle. Aussi furtivement qu'il était entré, Dominique repartit en direction des bois derrière la propriété. Là, il installa une planque, un poste d'observation dissimulé, offrant une vue dégagée sur la maison et la route de service. Il ouvrit un conteneur spécialisé, en sortit un fusil de précision haute puissance équipé d'une lunette thermique, et l'assembla avec des gestes rodés. Et il s'installa, son esprit concentré, prêt à attendre, aussi calme qu'un prédateur en embuscade. La tension montait dans l'air, palpable, presque électrique. Chaque minute qui s'écoulait était une promesse de quelque chose de décisif. À 22h30 précise, 2 SUV noirs, anonymes et imposants, se glissèrent silencieusement devant la maison. Ils s'arrêtèrent, les moteurs se calmant en un ronronnement sinistre. 6 silhouettes en émergèrent, des hommes vêtus de noir, visages fermés et déterminés, et l'équipe de sécurité de Clough, venue pour superviser le transfert tant attendu. Ils pénétrèrent dans la maison, chacun se mouvant avec une précision presque mécanique, l'air tendu, surveillant chaque recoin. Vince les accueillit, son regard trahissant son agitation alors qu'il les saluait d'un geste nerveux, une main tremblante effleurant sa veste. À travers le viseur de son fusil, Dominique observait la scène, impassible. Ses yeux se posèrent sur Lydia, qui était là, dans le hall d'entrée, clairement intimée par l'ordre de rester à l'étage, loin des regards. Il la suivait dans la lunette, s'assurant que chaque mouvement était enregistré dans son esprit. À 23h15, Vince, visiblement nerveux, tendit la main vers la bouteille de bourbon posée sur la table basse. Il prit une grande gorgée, le liquide chaud brûlant sa gorge, un moment d'oubli dans l'océan de stress qui l'envahissait. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini. À 23h30, l'effet de l'alcool devenait évident, Vince commença à se toucher la tête, les gestes maladroits, comme s'il cherchait à se stabiliser dans un monde devenu flou. Il s'appuyait contre le meuble à côté de lui, cherchant un soutien dans un environnement devenu trop hostile. Puis, à 23h45, il vacilla et monta précipitamment les escaliers, repoussant les tentatives d'attention des hommes de Clough, leur assurant qu'il avait besoin de se coucher, de se reposer quelques minutes, de retrouver un semblant de clarté. Dominique, calme et implacable, n'avait perdu aucun de ses gestes. Ses yeux étaient toujours rivés à travers la lunette, observant, attendant, analysant chaque détail. Il regarda Vince, qui se dirigeait vers la chambre principale. Lydia, étonnée par l'apparition soudaine de l'homme, semblait choquée par son état. Les mots échangés entre eux ne furent pas clairs, mais leur langage corporel en disait long. Une dispute, brève mais violente, éclata, comme un écho de la tension dans l'air. Puis, sans crier gare, Vince s'effondra sur le lit, son corps incontrôlable, ses gestes désordonnés, tandis que Lydia, reculant, se dirigeait vers la porte,
ses yeux emplis de confusion et de peur. Le timing était parfait. Dominique attrapa son téléphone, ses doigts agiles envoyant un message préécrit à l'agent Webster de la DEA, un message court, précis, mais porteur d'une lourde signification. Opération en cours. Maison des Hargrove. Expédition prévue ce soir. Il n'attendit pas avant d'envoyer un second message à Brody. Phase 1 terminée. Démarrage de la phase 2. De l'autre côté de la ville, Brody prit son téléphone, composant le numéro que l'on lui avait donné. La voix qui répondit était aussi grave que ferme, l'inflexion d'un militaire aguerri, le major Colton. « Monsieur, ici Maxwell. » Hargrove dit que le moment est venu. Un silence lourd, marqué par une tension palpable. « Compris. Les unités sont en position. » À l'approche de minuit, 3 fourgons non marqués, aussi discrets qu'une ombre, firent leur entrée sur la route de service menant à la maison de Dominique. Ils avançaient sans lumière, comme des spectres silencieux et déterminés. Simultanément, les véhicules de la DEA prirent position, se camouflant dans l'obscurité avec une précision militaire, prêts à réagir au moindre signal. Les agents étaient en alerte, attendant que la situation dégénère, préparés à frapper à tout instant sous les ordres de Webster. À l'intérieur, inconscients de l'encerclement imminent, les hommes de Clough poursuivaient leurs préparatifs, imperturbables. Dans la chambre principale, Vince, désormais allongé sur le lit, respirait difficilement, les yeux fixés dans le vide. Lydia, debout près de la porte, observait en silence, l'angoisse l'envahissant de plus en plus. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, que l'atmosphère elle-même était chargée d'une menace invisible. Dans les bois, Dominique attendait, son cœur battant à un rythme maîtrisé. Chaque seconde qui passait l'approchait du moment décisif. Il savait que l'attaque devait être parfaite. Il savait que le destin de cette nuit, le destin de Vince et Clough, et même le sien, se jouerait dans les minutes à venir. Chapitre 7. L'heure du diable. Minuit. Au même moment, 3 camions de livraison s'engageaient sur la route de service derrière la maison de Dominique, leurs phares éteints, ne laissant derrière eux que l'écho d'une attente silencieuse. À travers sa lunette de visée, Dominique observait attentivement les mouvements des hommes de Clough, qui se déplaçaient avec une synchronisation parfaite, établissant un périmètre de sécurité autour des camions avant de donner l'ordre de faire avancer les véhicules vers la maison. Dans la chambre, Vince restait immobile sur le lit, une ombre de vie, une coquille presque vide. La respiration saccadée, les yeux vides, il était un spectre, figé dans une réalité qui lui échappait. Le composé que Dominique avait créé fonctionnait à la perfection, il avait été conçu pour paralyser sans tuer, pour rendre le corps complètement inerte sans laisser de traces de violence. Mais cette paralysie n'était que temporaire, et l'heure de la vérité approchait à grands pas. Lydia, elle, était tourmentée par l'incertitude. Elle se déplaçait en rond dans la pièce, compulsivement vérifiant son téléphone, les doigts tremblants. Son regard se perdait dans le vide, partagé entre une peur croissante et une volonté de survie qu'elle sentait de plus en plus forte. Dominique, maître du temps, pressa le bouton de sa radio. « Équipe Bravo, statut ?» « En position », répondit le major Colton d'une voix tranchante, implacable. 12 hommes, tous équipés de lunettes de vision nocturne, prêts à agir dès que vous donnerez le signal. « Maintenez vos positions. » « Phase 2 imminente, » répondit Dominique, l'air froid et déterminé. Plus bas, les hommes de Clough commençaient à charger les caisses de drogue dans le premier camion. Leur efficacité était irréprochable. Ce n'étaient pas des amateurs, ces hommes étaient des contrebandiers aguerris, habitués à ce genre d'opération. Dominique ajusta légèrement sa position et porta son regard sur le camion de tête. Grâce à sa lunette, il distingua le conducteur, Mikhail Petrov, le neveu de Clough. Le fait qu'il supervise personnellement le transport renforçait l'importance cruciale de cette cargaison. Parfait. Dominique attrapa son téléphone et lança un appel à l'agent Webster. « Le chargement est en route maintenant », annonça-t-il de sa voix calme, mais chargée de tension. 3 camions, direction est, sur la route de service, en direction de l'Interstate 40. Escorte armée au moins 6 hommes. « Qui êtes-vous » exigea Webster, la voix devenant plus aiguë, emplie de méfiance. « Comment avez-vous » ? « Les informations que je vous ai données sont exactes, » répondit-il sans laisser de place à l'hésitation. « Maintenant, vous avez 5 minutes. Après cela, ils seront partis. » Il raccrocha et, immédiatement, activa sa radio. «
Exécution phase 2. Compte à rebours lancé. Ce qui se déroula ensuite fut une orchestration parfaite du chaos. 2 charges explosives petites mais puissantes détonèrent sur la route de service, à une distance suffisante pour ne causer aucune blessure, mais suffisamment proche pour bloquer toute possibilité de fuite. Et il laissa tomber le téléphone de ses doigts, le voyant glisser lentement alors qu'elle apercevait Dominique. Elle resta figée, un frisson traversant son corps, ses yeux fixant l'homme qui se tenait là, dans l'ombre de la porte. « Bonjour Lydia, dit-il d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité glaciale, comme s'il s'agissait d'une simple conversation de courtoisie. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un son, comme si ses mots se perdaient dans un monde où aucun mot ne pouvait suffire à exprimer ce qu'elle ressentait. Du bas, on entendait clairement le bruit fracassant du verre se brisant, suivi de cris désordonnés, des ordres hurlés dans le chaos alors que la DEA commençait à envahir la maison. Leur opération d'assaut était en marche. « Il ne nous reste pas beaucoup de temps, continua Dominique, s'avançant d'un pas déterminé dans la pièce, son regard balayait les lieux avec une précision méticuleuse, ses yeux se posant brièvement sur Vince. « Je vois que tu as pris soin de mon remplaçant, Dom, réussit enfin à articuler Lydia, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, les mots sortant difficilement, comme si l'air autour d'elle était devenu trop lourd à respirer. « J'ai créé un scénario, répondit Dominique, d'une manière déconcertante, comme si la situation était aussi banale que de discuter de la météo. Clove croit que son opération a été trahie de l'intérieur. La DEA pense qu'il stoppe une grosse expédition de drogue. » Il s'arrêta un instant, scrutant Lydia et le Vince paralysé. « Et toi aussi, dit-il en pesant chaque mot, son regard se posant alternativement sur l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux coincés au milieu de ce piège. Tu nous as piégés, murmura-t-elle, sa voix pleine de désespoir. Pas plus différent de ce que tu m'as fait, répliqua Dominique, ses yeux se posant sur le corps immobile de Vince, ses pupilles étincelantes d'une froideur inquiétante. Bien que j'ai été beaucoup plus efficace dans mon approche, dit-il, d'un ton à la fois dénué de remords et froidement calculateur. Les bruits de lutte, les cris étouffés, résonnaient toujours depuis l'étage inférieur. Le temps pressait. La DEA sera là dans quelques instants, ajouta Dominique. Ils découvriront les drogues de Clove, les empreintes de Vince partout sur chaque objet, et toi, Lydia, la propriétaire de la maison qui a laissé tout ça se produire. Je ne savais pas, protesta-t-elle, les larmes commençant à embuer ses yeux. Je t'assure, je ne savais pas ce qu'il faisait réellement, pas avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être, répondit Dominique, son regard se faisant plus froid, plus distant. Mais cela, c'est désormais entre toi et les procureurs fédéraux. Sans un mot de plus, il plongea la main dans sa poche intérieure et en sortit une seringue, son geste calculé et précis. « C'est quoi ça ?» demanda Lydia, reculant instinctivement, son cœur battant à tout rompre. « De l'assurance, répondit Dominique, comme si tout cela était une simple formalité. Le composé déjà présent dans le système de Vince sera indétectable lors de l'autopsie. » Il leva la seringue sous ses yeux. « Cela, Lydia, ajouta-t-il d'une voix plus grave, cette petite chose dans ma main, fera en sorte que son système s'arrête complètement. D'ici à ce qu'il le trouve, cela semblera une crise cardiaque causée par le stress. » Lydia sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne vertébrale. « Tu vas le tuer ?» Sa voix monta en panique, presque hystérique. « Dominique, tu ne peux pas. »« Ne peux pas ?» Sa voix était maintenant d'un calme effrayant. « Il a pris ma maison, ma femme, ma vie. »« Et pourquoi ? » Pour utiliser tout cela comme relais dans son opération de drogue. Pour se sentir comme s'il avait gagné un jeu auquel je n'avais même pas conscience de jouer. Les mots étaient glacés, et un poids énorme semblait se poser dans la pièce, presque palpable. Vince, dans un dernier effort désespéré, émit un bruit de suffocation, tentant de bouger ou de parler, mais le paralytique l'en empêchait fermement. Des bruits précipités de pas résonnèrent dans les escaliers. La DEA était en train de progresser dans la maison, pièce par pièce, toujours plus près. Dominique fixa Lydia, ses yeux scrutant la femme qu'il avait autrefois épousée, cherchant une trace de l'amour qu'elle avait autrefois pour lui. Mais tout ce qu'il voyait maintenant, c'était de la peur et de l'égoïsme. La pièce semblait se remplir d'un air lourd et suffocant. « Fais ton choix, Lydia, dit-il enfin, sa voix tranchante. Tu peux injecter cette seringue toi-même et dire à la DEA que tu l'as trouvée comme ça, lorsqu'ils ont fait irruption, ou tu peux le laisser vivre. Mais si tu choisis de le laisser vivre, sache qu'une fois qu'il se rétablira, il leur racontera tout ce que tu as fait,
chaque détail de ton implication. Lydia fixa la seringue, son visage marqué par un conflit intérieur intense, ses mains tremblantes. « Pourquoi tu me fais ça ?» murmura-t-elle d'une voix presque brisée, cherchant désespérément à comprendre les motivations de l'homme qu'elle croyait connaître. « Je ne fais rien, répondit Dominique froidement, presque sans émotion. Je te donne simplement le choix que je n'ai jamais eu. Les pas dans le couloir se rapprochaient, se faisaient plus pressants, plus menaçants. La main de Lydia tremblait de plus en plus, son regard s'alternant entre la seringue et Dominique, chaque seconde semblant durer une éternité. Les pas étaient maintenant à l'autre bout du couloir. Lydia, prise au piège dans cette situation cauchemardesque, tendit la main vers la seringue, le poids de son choix se faisant écrasant, chaque fibre de son être consciente de la gravité de ce qui allait suivre. Chapitre 8 Cendres et poussière. 3 jours plus tard, Vincent Perry fut retrouvé mort dans la chambre d'amis, dans ce qui avait été autrefois la maison de Dominique et Lydia Hargrove. La cause officielle du décès fut un arrêt cardiaque, probablement provoqué par le stress intense du raid de la DEA et de son arrestation subséquente. Malgré les efforts désespérés du personnel médical de la prison, il ne put être réanimé. La nouvelle se propagea rapidement, et le monde de Lydia s'effondrait peu à peu sous le poids de ce qui s'était passé. Le même jour, dans une salle d'interrogatoire au bâtiment fédéral du centre-ville, Lydia Hargrove était assise, épuisée et tremblante, face à l'agent Webster. Ses yeux étaient rouges, ses paupières gonflées par les nuits de souffrance et de fatigue, passées dans la garde à vue. « Laisse-moi comprendre cela, » commença Webster, jetant un coup d'œil à ses notes avant de poser les questions suivantes. « Tu prétends n'avoir eu aucune connaissance que les caisses contenaient de l'héroïne ? Que tu croyais qu'elles contenaient des marchandises légitimes pour l'entreprise de Monsieur Perry ?» Lydia hocha la tête, se mordant la lèvre, et répondit d'une voix faible, pleine d'angoisse. « Vince m'a dit que c'était des prototypes d'équipements d'exercice spécialisés. C'est pourquoi ils devaient être stockés dans un endroit sécurisé. Et tu n'as jamais regardé à l'intérieur de ces caisses? Jamais demandé pourquoi elles avaient besoin de gardes armés pour les transporter? » L'agent Webster la fixa avec insistance, son regard perçant, presque accusateur. Lydia baissa les yeux, sentant la pression de ses questions. « J'ai commencé à suspecter quelque chose, oui. Mais à ce moment-là, j'avais peur de ce que Vince pourrait faire si je posais trop de questions. » L'expression de Webster resta sceptique, impassible. « Le bureau du procureur est prêt à t'inculper comme complice, dit-il froidement. Les peines pour trafic de cette quantité d'héroïne sont extrêmement sévères, Madame Hargrove. »« Je vous ai dit toute la vérité, » répondit Lydia, sa voix tremblante de désespoir. « Que puis-je faire d'autre ? » La coopération pourrait aider ton cas, répondit Webster, d'un ton plus détendu, mais toujours empreint de sérieux. Mais nous avons besoin de plus que juste Vincent Perry. Nous avons besoin de Clough. Les appels commencèrent immédiatement après la nouvelle de la mort de Vince. 87 appels manqués d'un numéro masqué avant que la DEA ne confisque son téléphone comme preuve. Lydia savait exactement de qui il s'agissait. Elle savait ce qu'il attendait d'elle. « Si je vous aide avec Clough, dit-elle lentement, la voix hésitante, quel genre d'accord pourrais-je obtenir ?» Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Dominique était dans une autre salle d'interrogatoire, assis calmement face à 2 enquêteurs militaires de la division des enquêtes criminelles. Ses mains étaient placées calmement sur la table, comme s'il s'agissait d'une simple réunion administrative, tandis que les enquêteurs passaient en revue le dossier. « Le major Coloulton confirme votre récit, » dit l'enquêteur principal, en feuilletant les documents devant lui. « Il déclare que vous l'avez contacté avec des informations sur une opération de drogue dirigée par un ressortissant russe nommé Anton Clough. »« Tout à fait, » répondit Dominique, d'un ton qui n'admettait aucune hésitation. « Et vous avez appris cette opération comment, à travers ma femme ?» Dominique expliqua, avec une voix calme mais empreinte de gravité, « Lorsque j'ai trouvé mes vêtements entassés dans des sacs poubelles sur la pelouse après avoir enchaîné un double quart de travail. Ma femme m'a envoyé un message texto disant « Nous avions besoin de ton placard pour les affaires de mon ex-petite amie. » Quand j'ai demandé combien de temps il allait rester, ils ont tous les deux éclaté de rire en me répondant « Permanent, bien sûr. » Il s'arrêta un moment, permettant à la dureté de ses mots de s'imprimer dans l'air, laissant la brutalité du moment s'imposer lentement dans l'esprit de son auditoire. Puis il poursuivit, d'une voix presque monolithique, « Je suis parti sans faire de bruit. 3 jours plus tard, j'ai appris que Vince, l'ex-petite amie, avait utilisé ma maison pour stocker des drogues au service de Clough. J'ai immédiatement rapporté ce que je savais au major Coloulton,
qui avait accepté de m'apporter son aide dans l'opération. Le second enquêteur se pencha alors en avant et commença à poser la question que tout le monde attendait. Le problème, monsieur Hargrove, c'est le timing. Vous avez signalé cet incident au major Coloulton après avoir confronté Vincent Perry dans un dîner, menaçant de dévoiler son opération au grand jour. L'expression de Dominique ne laissa transparaître aucune émotion, aucun signe de perturbation. Il était resté de marbre, impassible, prêt à justifier chacun de ses actes. J'avais besoin de confirmation avant d'impliquer les militaires, répondit-il calmement, comme s'il expliquait la logique d'une simple décision. La confrontation n'était qu'un risque calculé, une tentative d'obtenir davantage d'informations. Il s'arrêta, fixant les enquêteurs d'un regard froid et calculateur, avant de répondre à la question suivante, plus intime, plus délicate, et votre femme, dans tout cela? L'enquêteur sonda d'un air de doute. Dominique ne perdit pas une seconde avant de répondre d'une voix mesurée mais précise, je crois qu'elle a été manipulée. Que ce soit en pleine conscience ou non de la situation dans notre maison, c'est aux tribunaux de trancher. La salle se plongea dans un silence tendu, et les enquêteurs échangèrent des regards furtifs, pesant chaque mot, chaque réponse. Puis vint la question qui semblait inévitable, le genre de question qu'on redoute mais qu'on ne peut éviter. Monsieur Hargrove, étiez-vous présent à la maison lors de la perquisition menée par le procureur? La tension monta d'un cran, l'atmosphère s'alourdit alors que la question flottait dans l'air, comme une menace silencieuse. Un moment de silence lourd s'étira, la pièce tout entière suspendue à la réponse. Non, répondit Dominique, d'une voix calme et sans hésitation, mais avec une gravité qui ajoutait du poids à ses paroles. J'étais à l'appartement de Brody Maxwell. Il peut confirmer mes allées et venues. L'enquêteur principal, après un regard d'évaluation, ferma son dossier avec un léger bruit sec. Pour l'instant, nous clôturons notre enquête sur votre implication directe. La DEA a désormais la juridiction principale sur l'affaire du trafic de drogue. Alors que Dominique s'apprêtait à quitter la salle, il croisa Lydia dans le couloir. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la vitre, un échange fugace mais significatif. Les siens étaient pleins de supplications, de regrets, et les siens, implacables et froids, ne trahissaient aucune émotion. Il sortit sans un mot, son esprit déjà ailleurs. Ce soir-là, dans l'appartement de Brody, Dominique regarda le reportage des nouvelles locales sur la mort de Vincent Perry en garde à vue. La cause du décès? Insuffisance cardiaque. Brody, tout en prenant une gorgée de bière, lança d'un ton détaché, « C'est pratique, non ?» Dominique ne répondit pas immédiatement, son regard toujours fixé sur l'écran, observant les images de l'arrestation d'Anton Kozlov menotté, la conséquence directe de la coopération de Lydia. Il laissa les mots de Brody flotter dans l'air, sans y répondre. « Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est réellement passé dans cette chambre, » dit Brody d'une voix mesurée, comme s'il avait finalement décidé d'aborder une question restée en suspens depuis trop longtemps. Avec Lydia et Vince. Dominique détourna son regard de l'écran, le fixa un instant, avant de répondre d'un ton glacé, « Est-ce que ça a vraiment de l'importance ?»« Je suppose que non, » admit Brody après un court silence, se rendant compte qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Mais un soupçon d'inquiétude perça néanmoins dans sa voix, mais les appels de Lydia. 87 au total, avant que les fédéraux ne lui prennent son téléphone. Elle a essayé de te joindre. Dominique ne bougea pas, son regard se figea sur le paysage urbain derrière la fenêtre. Laisse-la essayer, répondit-il d'un ton glacial, presque indifférent. Elle pourrait accepter un accord, témoigner contre Clough en échange de charges allégées. Elle pourrait sortir dans quelques années. Dominique se leva, se dirigea lentement vers la fenêtre, et regarda les lumières de la ville qui se répandaient devant lui comme une mer d'étoiles. Chacune, un reflet des vies entremêlées dans leur propre tragédie, amour, trahison, conséquences. Ça ne change rien, dit-il enfin, la voix teintée d'une résignation dure. Ce qui a été brisé ne peut pas être réparé. Son téléphone vibra alors dans sa poche, et un message apparut sur l'écran d'un numéro inconnu, « Monsieur Hargrove, ici l'agent Webster. Nous devons parler demain à 9 h. Brody, intrigué, lut le message par-dessus son épaule. « Tu penses qu'elle veut quoi ?» Dominique rangea son téléphone dans sa poche, son visage fermé. « La fermeture, dit-il d'une voix éteinte, presque mélancolique. Quelque chose que peu d'entre nous obtiennent vraiment. » Chapitre 9. Ce qui reste, un an plus tard. La petite cabane dans les montagnes du Montana était exactement ce que Dominique cherchait, un endroit isolé,
autonome, avec une vue panoramique sur des sommets qui lui rappelaient l'Afghanistan. Sans toutefois la menace constante de la violence. Là, le silence était presque sacré, brisé uniquement par le souffle du vent qui filtrait à travers les pins et le cri occasionnel d'un aigle solitaire. Il se trouvait sur le porche, une tasse de café entre les mains, observant le lever du soleil qui teintait les montagnes d'or. Un an s'était écoulé depuis la clôture de l'affaire Clough, un an depuis qu'il avait complètement quitté sa vie d'avant. Clough, lui, avait écopé de 30 ans de prison fédérale après que le témoignage de Lydia ait permis de démanteler son organisation. Lydia, quant à elle, avait été condamnée à 5 ans, avec la possibilité de sortir sous caution après 3 ans, un accord généreux compte tenu des preuves accablantes contre elle. Dominique n'était jamais allé la voir. Il n'avait jamais répondu à ses lettres, bien que celles-ci arrivaient régulièrement, sans jamais faiblir dans leur constance. Elle s'entassait dans une boîte, restée fermée, non jetée, un témoignage silencieux de quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Le bruit des pneus qui crissaient sur le gravier annonça un visiteur. C'était rare dans un endroit aussi isolé, choisi précisément pour son éloignement. Dominique posa sa tasse de café, se levant lentement, sentant que ce qui venait de se passer marquerait peut-être un nouveau tournant. Et regarda un SUV gouvernemental qui serpentait lentement sur la route de terre. L'agent Webster. Il l'attendait, mais pas aussitôt qu'il l'avait imaginé. Elle sortit du véhicule, un peu déplacée dans son costume impeccable, presque en contraste frappant avec l'aspect sauvage et rugueux du paysage environnant. La scène était à la fois belle et austère, avec des montagnes lointaines et un ciel dégagé qui surplombait un terrain accidenté. « Quel bel endroit !» commenta-t-elle en s'approchant du Porsche, son regard balayant le paysage. « Mais c'est un peu loin de tout, loin de la civilisation. » « C'est exactement le but, répondit Dominique en désignant une seconde chaise qui se trouvait à côté de lui. « Du café ?» Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête, prenant place tandis que Dominique se dirigeait à l'intérieur pour lui verser une tasse. Lorsqu'il revint, elle était là, observant la vallée en contrebas, les yeux rivés sur l'horizon. « Je pourrais facilement m'habituer à cette vue, avoua-t-elle, sa voix trahissant une admiration sincère alors qu'elle acceptait la tasse avec un léger sourire. « Mais vous ne le ferez pas, rétorqua Dominique sans hésiter. Vous êtes ici pour des raisons professionnelles. » Webster sirota son café, un regard attentif fixé sur lui à travers le bord de sa tasse. Il pouvait presque deviner ses pensées. L'organisation de Clough a été démantelée, tous ses biens ont été saisis, ses associés poursuivis et condamnés. C'est un succès total, un modèle à suivre, si l'on en croit les critères de l'État. Mais, malgré cette brillante conclusion, elle était ici. Et pourtant, vous êtes là, observa Dominique, un sourire en coin mais sans malice. Elle posa la tasse avec soin, ses yeux se fixant sur lui avec une intensité tranquille. Le rapport d'autopsie de Vincent Perry a été réexaminé récemment. La conclusion initiale, celle des causes naturelles, a été mise en doute. L'expression de Dominique resta implacable, ne laissant rien transparaître. « Par qui ?» demanda-t-il d'une voix calme. « Par moi, répondit-elle, sans hésitation. J'ai remarqué quelques incohérences, des détails subtils, presque invisibles. Rien qui tiendrait devant un tribunal, évidemment. Mais suffisamment pour éveiller ma curiosité sur ce qui s'est réellement passé dans cette chambre pendant le raid. » Elle le fixa droit dans les yeux, un regard perçant, comme si elle tentait de sonder son âme. « Je me demande aussi si Lydia Harov purge réellement sa peine pour uniquement du trafic de drogue. » Dominique soutint son regard sans flancher, comme s'il attendait cette question, comme si tout ce qui était en train de se dérouler faisait partie d'un calcul plus vaste. « Êtes-vous ici pour m'arrêter, agent Webster ?» Elle prit une profonde inspiration, pesant ses mots. « Non, répondit-elle après une courte pause, le regard un peu plus doux, mais toujours empreint de son sérieux. « Je suis ici pour clore un dossier, pour satisfaire une curiosité personnelle, et si vous n'aimez pas les réponses. » Webster tourna les yeux vers les montagnes majestueuses qui semblaient se dresser comme des gardiens silencieux au loin. Parfois, la justice et la loi ne s'alignent pas parfaitement. Vincent Perry était un criminel violent, il a détruit des vies pour un profit égoïste. Si sa mort n'était pas entièrement naturelle. Elle haussait les épaules, son regard toujours perdu dans l'infini des cimes. Je peux vivre avec l'ambiguïté. Dominique l'observa avec attention, reconnaissant quelque chose de ses propres expériences dans cette pragmatique acceptation des nuances de la réalité. Ce regard qui faisait écho à ses années militaires, l'apprentissage que le monde n'offrait que rarement des réponses simples,
des choix moraux clairs. Le dossier officiel reste inchangé, dit-il finalement, sa voix calme mais ferme. Tout le reste n'est que spéculation. Webster acquiesça lentement, comme si elle acceptait son raisonnement tout en sachant qu'il n'y aurait pas de réponse simple à cette situation. Juste, répondit-elle après un instant, la tension entre eux se dissipant légèrement. Elle glissa la main dans sa veste et en sortit une enveloppe. Votre ex-femme sera libérée le mois prochain. Bon comportement, coopération avec les autorités, les facteurs habituels. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. Dominique fit un geste lent pour prendre l'enveloppe, mais il ne la prit pas immédiatement, comme s'il savait que ce geste allait marquer un tournant dans cette rencontre. Elle est en train de mourir, ajouta Webster d'une voix beaucoup plus douce, presque difficile à entendre. Cancer, au stade avancé. Le bureau a arrangé sa libération pour raisons humanitaires. La nouvelle frappa Dominique comme un coup de poing. Inattendu, brutal. Il avait envisagé de nombreuses possibilités, imaginé de nombreux scénarios pour l'avenir, mais celui-ci n'en faisait pas partie. Il prit l'enveloppe, non sans une certaine réticence, son regard perdu dans le vide un instant. Merci pour le café, dit Webster en se levant pour partir. Et pour votre service, à la fois militaire et civil. Après son départ, Dominique resta là, seul, la photographie toujours dans ses mains, l'enveloppe non ouverte. Le soleil continuait de grimper dans le ciel, et il laissa l'espace autour de lui l'envahir. Il regarda l'enveloppe un long moment, se perdant dans ses pensées. Finalement, il déchira l'enveloppe avec une lenteur presque cérémonieuse. À l'intérieur, il trouva une seule photo, une image d'un passé lointain. Lydia et lui, souriant le jour de leur mariage, insouciants, riant, inconscients du regard de l'appareil photo braqué sur eux. Au dos, dans l'écriture de Lydia, ces mots simples mais lourds de sens, « J'ai fait mon choix cette nuit-là. J'ai choisi mal. Je suis désolé. » Il n'y avait pas de demande de pardon, pas de désir de réconciliation, juste une reconnaissance silencieuse de la vérité qu'ils avaient tous deux connue. Une vérité inévitable. Dominique retourna dans la cabane, posant la photographie dans la boîte avec les autres lettres non ouvertes. Puis, d'un geste habituel, il empaqueta un petit sac, prenant ce dont il avait besoin, avant de verrouiller la porte de la cabane derrière lui. Les montagnes l'appelaient. Il en avait besoin. Son esprit avait besoin d'être purifié, de se libérer de tout le poids des événements. Il savait qu'il devrait marcher jusqu'à la crête, dresser un camp, et regarder les étoiles apparaître une par une, dans un ciel pur, loin des lumières artificielles de la civilisation. Dans cette immensité, il espérait trouver une forme de paix. Pas le pardon, mais peut-être quelque chose qui y ressemblait. Tandis qu'il s'engageait sur le sentier familier, son sac en bandoulière, il réfléchissait aux choix qu'il avait faits, à ceux qui avaient été faits sous l'effet de la crise, ceux qui avaient été pensés froidement et méthodiquement, et ceux qui restaient encore à venir. Il pensa à Lydia, à cette femme qui, quelque part dans un hôpital, portait jusqu'à sa fin la lourde charge de ses décisions. Il pensa à Vince, à son arrogance, et au prix qu'il avait payé pour sa soif de pouvoir et de contrôle. Et il pensa à lui-même, un homme qui avait tourné le dos au sang versé pour créer sa propre version de la justice, une version forgée dans le feu de l'indignation et des nécessités du monde. Les sentiers se faisaient plus escarpés, sa respiration devenait plus lourde, mais il avançait, chaque pas le menant un peu plus loin. Derrière lui, la cabane devenait de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement, engloutie par la nature qui l'entourait. Devant lui, s'étendait l'immensité du paysage, indifférente aux drames humains. Elle n'offrait ni jugement ni absolution. Elle n'offrait que ce qui était, et ce qui viendrait, un pas après l'autre. Dominique Hargrove continua à marcher, la lourdeur des événements pesant toujours sur ses épaules, mais chaque pas, chaque souffle, l'éloignant un peu plus de tout cela. Et c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci de votre temps. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et nous nous retrouverons. In my schedule for the weekend and ate breakfast. Breakfast? What time did you eat breakfast? Now we eat dinner. Gotcha. Okay, well that cave sucks. We sleep?
I woke up at noon, lol. I see, I see. Okay, we need to find iron. Ooh, this looks cool. Oh, cows. We just gotta keep stocking on food. Whoa, look at this, dude. Is that the house spot? Is that where we're putting the house? I actually feel like that's maybe not a great idea. No way. No way. Wait, say psych right now, Mina. Oh, that makes me a little, like, bitter, but you know what? I can still resell.